La panne. La succession d'événements qui devaient aboutir à tout ce gâchis, à cette hécatombe, débuta par un orage d'été et la panne de 2 générateurs. L'orage éclata presque 5 mois après l'enlèvement d'Andy et de Charlie au chalet de grand-père dans le Vermont. Depuis 10 jours, le temps avait été chaud et humide. Le 19 août, les nuages d'orage avaient commencé à s'accumuler peu après-midi, mais aucun de ceux qui travaillaient près des 2 élégantes bâtisses d'avant la guerre de sécession, qui se faisaient face à travers l'étendue verte de la pelouse et des massifs de fleurs soigneusement taillés, ne crut que les nuages d'orage disaient la vérité. Ni les jardiniers à cheval sur leurs tondeuses à gazon, ni la femme qui s'occupait des sous-sections AE de l'ordinateur et du percolateur de la salle de l'ordinateur par la même occasion. Elle sortit l'un des chevaux et le lança au petit galop le long des sentiers cavaliers parfaitement entretenus, profitant de l'heure du déjeuner. Encore moins un Cap, qui se contentait d'un sandwich géant dans son bureau, à l'air conditionné, et se replongeait dans les prévisions budgétaires pour l'année prochaine, inconscient de la chaleur et de l'humidité extérieure. Le seul peut-être ce jour-là à Longmont à penser qu'il allait pleuvoir était cet homme à qui l'on avait donné le nom de la pluie. Le grand Indien arriva sur place à 12h30 avant de pointer à 1h. Ses os, ainsi que l'orbite vide de son œil gauche, lui faisaient mal quand la pluie était proche. Il conduisait une vieille Thunderbird rouillée dont le pare-brise s'ornait d'un D autocollant. Il était vêtu d'une tenue blanche de factotum. Avant de descendre de la voiture, il se mit un bandeau brodé sur l'œil. Il le portait au travail à cause de la fille, mais seulement au travail, ça le gênait. C'était la seule chose qui lui rappelait son œil perdu. On comptait 4 parkings dans le domaine. La voiture personnelle de Rainbird, une Cadillac diesel jaune, dernier modèle, portait un autocollant marqué A. Le A indiquait le parking des VIP, les huiles, situé sous celle des 2 bâtisses coloniales qui se trouvaient le plus au sud. Un système de tunnels et d'ascenseurs souterrains reliait directement le parking des VIP à la salle de l'ordinateur, aux salles de conférence, à la bibliothèque, aux salles de lecture de la boîte et bien entendu au quartier des visiteurs, appellation assez vague désignant le complexe de laboratoires et d'appartements qui les jouxtait et où l'on détenait Charlie McGee et son père. Le parking B, le plus éloigné, était réservé aux cadres subalternes. Le parking C, encore plus éloigné, était destiné aux secrétaires, aux techniciens, électriciens et autres. Quant au D, c'était celui du personnel non spécialisé, les figurants, comme les appelait Rainbird. Isolé à quelques 800 mètres du reste, on y trouvait toujours une collection hétéroclite et bigarrée de voitures, un tas de ferraille sorti jadis des usines de Détroit, pas très différente de celle qu'on voyait sur la piste de stock-car voisine de Jackson Plains, où une fois par semaine se déroulaient des courses. La hiérarchie administrative, se dit Rainbird, en bouclant sa Thunderbird en ruine et en levant la tête pour regarder les nuages de l'orage qui menaçaient. Ça tombera sur le coup de 4 heures, calcula-t-il. Il se mit en marche vers la petite baraque préfabriquée, dissimulée avec goût derrière un bosquet de pins, où pointaient les employés des échelons 5 et 6. Ses vêtements blancs claquaient comme un drapeau. Un jardinier s'arrêta près de lui, monté sur l'une des quelques tondeuses à gazon du département d'entretien. Un parasol aux couleurs gaies protégeait le siège. Le jardinier ne prêta pas la moindre attention à Rainbird. Ça aussi, c'était la hiérarchie administrative. Pour un échelon 4, un échelon 5 devenait invisible. Même le visage ravagé de Rainbird ne provoqua guère de commentaires. Comme bon nombre d'autres administrations, la boîte employait un certain quota d'anciens combattants pour se donner bonne conscience. Max Factor n'avait pas grand-chose à apprendre au gouvernement américain dans le domaine du maquillage réussi. Et il va sans dire qu'un ancien combattant affligé d'un handicap visible, prothèse, chaise roulante motorisée ou visage en compote, valait bien 3 anciens combattants à l'air normal. Rainbird connaissait des hommes dont l'esprit et le cerveau avaient été aussi salement amochés que son visage au cours de la croisière maison au Vietnam. Des types qui auraient été contents de trouver un boulot dans le coin, mais ils n'avaient pas la gueule de l'emploi. Non pas que Rainbird leur témoignât une sympathie débordante, en fait, ils trouvaient toute l'affaire plutôt amusante. Et les gens avec lesquels il travaillait maintenant n'avaient pas non plus reconnu en lui l'ex-agent et tueur à gages de la boîte. Il en aurait mis sa tête à couper. 17 semaines plus tôt, il n'était encore qu'une ombre derrière le pare-brise polarisant de sa Cadillac jaune. Un type avec un A sur le pare-brise, pas plus. « Vous ne croyez pas que vous poussez un peu ?» lui avait demandé Cap. « La gamine ne voit ni les jardiniers ni les dactylos. Vous êtes le seul à la fréquenter. » Rainbird avait secoué la tête. « Suffit de pas grand-chose. Une seule personne, signalant par hasard que le factotum bien gentil, avec la gueule en compote, gare sa voiture au parking des huiles et enfile son uniforme blanc au vestiaire.
Ce que j'essaye de mettre sur pied dans cette histoire, c'est un sentiment de confiance. Le genre de confiance basé sur l'idée que nous ne sommes pas dans le coup, ni elle, ni moi. Des sortes de monstres, si vous voulez, enfouis dans les entrailles de la branche américaine du KGB. Cap n'avait pas apprécié du tout. Il n'aimait pas que l'on critique à bon compte les méthodes de la boîte, notamment dans ce cas précis où il s'agissait de méthodes extrêmes. « Eh bien, c'est un sacré boulot que vous faites là, pas de doute, » avait répondu Cap. Et il n'y avait aucune réponse satisfaisante à donner, car en fait, il ne faisait pas un sacré boulot. La gamine n'avait même pas allumé une allumette depuis qu'elle était là, et on pouvait en dire autant de son père, qui n'avait pas fait montre de la moindre capacité de domination mentale, si toutefois il possédait un tel don. Plus le temps passait, et plus ils en doutaient. La gamine fascinait Rainbird. Au cours de sa première année à la boîte, il avait suivi toute une série de cours qu'on ne trouvait au programme d'aucune faculté. Comment poser des micros et autres écoutes, voler des voitures, fouiller discrètement une pièce et une douzaine de spécialités connexes. Le seul qui ait captivé Rainbird fut le cours consacré à l'effraction de coffre-fort, dispensé par un cambrioleur vieillissant du nom de Ramadan. On avait sorti Ramadan d'un pénitencier d'Atlanta, dans le seul but d'enseigner son art aux nouvelles recrues de la boîte. Il était censément le meilleur dans sa branche, et Rainbird n'en doutait pas, encore qu'il se considérât maintenant comme quasiment l'égal du truand. Ramadan, décédé voilà maintenant 3 ans, Rainbird avait envoyé des fleurs pour son enterrement, quelle comédie que la vie parfois, leur avait tout enseigné à propos des serrures Skidmore, des coffres à porte carrée, des systèmes de fermeture secondaire, susceptibles de bloquer définitivement les gorges de la serrure d'un coffre, si l'on cognait sur le cadran de la combinaison à l'aide d'un marteau et d'un ciseau. Il leur avait tout appris sur les canons de serrure, les rossignols, les reproductions de clés, les nombreuses utilisations du graphite, l'art de prendre une empreinte dans un tampon brio, de fabriquer de la nitroglycérine dans une salle de bain et d'éplucher un coffre par l'arrière, une épaisseur de blindage à la fois. Rainbird avait répondu aux espérances de Ramadan avec un enthousiasme glacé et cynique. Le truand avait déclaré une fois que les coffres, c'était comme les femmes. Avec les outils ad hoc et du temps, aucun ne résistait. Il existait, disait-il, des effractions faciles et des effractions difficiles, mais aucune effraction impossible. Cette gamine, c'était du métal. Au début, il fallut nourrir Charlie par perfusion pour l'empêcher de se laisser mourir de faim. Après un certain temps, elle commença à comprendre que rester sans manger ne lui rapportait rien de plus que des tas de bleus à la saignée du coude, et elle se mit à s'alimenter sans enthousiasme, mais simplement parce qu'il était moins douloureux de le faire avec la bouche. Elle lut quelques-uns des livres qu'on lui donna, ou tout du moins les feuilleta, et alluma parfois la télé couleur de sa chambre, mais pour l'éteindre presque aussitôt. Elle avait regardé une adaptation de Beauté Noire jusqu'en juin, et à une ou deux reprises suivit en entier Le Monde Merveilleux de Disney. Un point c'est tout. Sur les rapports hebdomadaires la concernant, les mots aphasie sporadique revenaient de plus en plus souvent. Rainbird en avait recherché la signification dans un dictionnaire médical, et il avait tout de suite compris. Du fait de ses propres expériences d'Indiens et de combattants, il comprenait peut-être mieux que les médecins eux-mêmes. Parfois, la gamine tombait en panne de mots. Elle demeurait tout simplement plantée, là, pas le moins du monde bouleversée, sa bouche remuant sans émettre un son. Ou elle utilisait un mot tout à fait inadapté, apparemment sans en avoir conscience. « Je n'aime pas cette robe, je préférerais la foin. » Parfois, elle rectifiait d'elle-même, l'air absent. « Je veux dire, la verte. » Mais la plupart du temps, elle ne s'en rendait même pas compte. D'après le dictionnaire, la aphasie était une absence de mémoire imputable à quelque trouble mental. Immédiatement, les médecins s'étaient mis à traficoter ces médicaments. On avait remplacé l'orazine par du Valium, sans grande amélioration. Puis on associa le Valium à l'orazine. Mais une interaction imprévue provoqua chez elle des pleurs constants et monotones jusqu'à ce que la dose ait fini d'agir. Une drogue, toute nouvelle, une combinaison de tranquillisants légèrement hallucinogènes, fut essayée et parut quelque temps améliorer les choses. Puis elle s'était mise à bégayer et avait eu une légère éruption de boutons. Pour l'instant, on en était revenu à l'orazine, mais on la surveillait étroitement pour le cas où l'aphasie viendrait à empirer. On avait écrit des tartines sur les délicates conditions psychologiques dans lesquelles elle se débattait, et sur ce que les psys appelaient son complexe incendiaire de base, manière élégante de dire que son père lui avait interdit d'agir, tandis que la boîte l'y encourageait. Le tout compliqué par son sentiment de culpabilité relatif à l'incident à la ferme Manders. Mais tout cela ne prenait pas avec Rainbird. Les drogues, le fait d'être enfermé et surveillé en permanence, la séparation d'avec son père n'avaient rien à y voir. Du métal dur, simplement. Quelque part dans sa petite tête, elle avait décidé de ne pas se montrer coopérative, quoi qu'on fît. Un point, c'est tout, terminé.
Les psychiatres pouvaient bien s'agiter et lui montrer leurs taches d'encre jusqu'à ce que la lune ait 3 becs. Les médecins pouvaient bien jouer avec leurs médicaments et parler dans leur barbe des difficultés de réussir à droguer une fillette de 8 ans. Les rapports pouvaient bien s'empiler et Cap délirer dessus. Charlie McGee continuerait à jouer les durs. Rainbird sentait cela, tout aussi sûrement qu'il sentait l'arrivée de la pluie cet après-midi, et il admirait la gamine. Ils étaient tous là à tourner en rond, et si cela continuait à dépendre d'eux, ils y seraient encore à Pâques ou à la Trinité. Mais ils n'allaient pas tourner en rond éternellement, et c'était bien ce qui inquiétait Rainbird. Ramadan, le casseur de coffres, avait raconté l'histoire amusante de 2 malfrats qui s'étaient introduits dans un supermarché un vendredi soir, ayant appris qu'une tempête de neige avait empêché le fourgon blindé de la banque de passer prendre la recette imposante de la fin de la semaine. Le coffre était du type en berceau. Ils avaient essayé, sans succès, de percer le cadran de la combinaison. Ils avaient tenté de l'effeuiller, mais s'étaient trouvés dans l'incapacité absolue de soulever seulement un coin. Finalement, ils l'avaient dynamité. Succès complet. Le berceau, grand ouvert, tellement ouvert en fait que le fric à l'intérieur avait été totalement détruit. Ce qu'il en restait évoquait ces lambeaux de billets qui décorent parfois les stylos à billes transparents. En fait, avait dit Ramadan, de sa voix sèche et sifflante, ces 2 malfrats n'ont pas défoncé le coffre. On ne défonce pas un coffre si l'on ne peut récupérer son contenu en bon état, vous me suivez? Ils avaient mis trop de soupe. Ils ont bousillé le fric, c'étaient des cons et ils se sont fait avoir. Rainbird avait compris. Plus d'une 60aine de diplômés de l'enseignement supérieur s'acharnaient sur la fillette, mais on en revenait toujours au coffre-fort. Ils avaient tenté de percer la combinaison de Charlie avec leur drogue. Ils disposaient d'assez de psy pour monter une équipe de football. Ils faisaient de leur mieux pour venir à bout du complexe incendiaire de base. Et tout ce que cette bande de pommes avait en tête, c'était de tenter une effraction par l'arrière. Rainbird pénétra dans la petite baraque en préfabriqué, prit sa carte dans le fichier et pointa. Norton, le surveillant, leva les yeux de son livre de poche. « Tu seras pas payé en heures supplémentaires parce que tu pointes plus tôt, l'Indien. »« Ah bon ? » ?»« Eh non. » Norton le défiait du regard, plein de cette assurance insolente, presque sacrée, qu'on trouve souvent chez les petits chefs. Rainbird baissa les yeux et se dirigea vers le panneau d'affichage. L'équipe de bowling du personnel de service avait gagné la veille. Quelqu'un voulait vendre 2 machines à laver usagées en bon état. Une note officielle précisait que tous les employés des échelons 1 à 6 devaient se laver les mains avant de quitter les lieux. « Ça sent la pluie, dit Rainbird à Norton par-dessus son épaule. « Des queues, l'Indien, répliqua Norton. « Allez, casse-toi, tu pues. »« Ok, chef. Je pointe, c'est tout, dit Rainbird. « Et la prochaine fois, tu pointeras à l'heure, c'est vu ?»« Oui, oui, chef, fit de nouveau Rainbird. En sortant, il jeta un coup d'œil de côté sur le cou de Norton, sur le petit coin de peau bien lisse juste au-dessous de la mâchoire. « Aurais-tu le temps de crier, chef ? Aurais-tu le temps de crier si je t'enfonçais simplement mon index dans la gorge à cet endroit, exactement comme une brochette dans un bout de viande ? Hein, chef ?» Il se retrouva dans la chaleur lourde. Les nuées orageuses étaient maintenant tout près, dérivant lentement, chargées de pluie. Ça allait être sérieux. Le tonnerre gronda, encore lointain. Le bâtiment n'était plus éloigné. Rainbird en ferait le tour jusqu'à l'entrée latérale, l'entrée de ce qui avait jadis été l'office. Il prendrait l'ascenseur C pour descendre 4 étages. Aujourd'hui, il était censé laver et encaustiquer le sol chez la gamine. Une bonne occasion. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas causer avec lui, pas du tout. Simplement, elle se montrait si distante. Il tentait d'effeuiller le coffre à sa façon, et s'il parvenait à la faire rire, rien qu'une fois, à ironiser sur la boîte avec elle, ce serait comme s'il arrivait à soulever un coin du coffre, le coin vital. Cela lui permettrait d'enfoncer son ciseau, la faire rire une fois. Cela ferait d'eux des complices, des conjurés en session secrète, tous les deux contre la boîte. Mais jusqu'à présent, il n'avait pu tirer d'elle aucun sourire. Et pour cela, Rainbird l'admirait plus qu'il n'aurait su l'exprimer. L'Indien glissa sa carte d'identité dans la fente ad hoc, puis descendit à la salle du personnel de service pour prendre une tasse de café avant de commencer. Il n'avait nulle envie de café, mais il était encore bien tôt. Il ne pouvait se permettre de laisser transparaître son impatience. C'était déjà assez que Norton l'eût remarqué et commenté. Il se servit un coup de bout à la cafetière. Au moins, les autres crétins n'étaient pas encore arrivés. Il s'assit sur le vieux canapé gris élimé et but son café. Son visage ravagé, pour lequel Charlie n'avait manifesté qu'un intérêt éphémère, demeurait calme et impassible. Il se mit à penser, analysant la situation telle qu'elle se présentait maintenant. L'équipe qui s'occupait de l'affaire ressemblait fort aux casseurs débutants du supermarché.
Ils manipulaient encore la gamine avec des gants, mais pas par égard pour elle. Tôt ou tard, ils en arriveraient à la conclusion que cette méthode ne les menait à rien, et une fois épuisées les solutions douces, ils décideraient de faire sauter le coffre. Et alors, Rainbird était presque certain qu'il bousillerait le fric, comme l'avait dit également Ramadan. Déjà, il avait pu lire l'expression « traitement de choc léger » dans les rapports de deux médecins, dont l'un, Pinchot, avait l'oreille de Hochstetter. Il était tombé sur un mémo urgent rédigé dans un jargon si ridicule qu'on aurait quasiment cru une autre langue. Cela signifiait, en clair, qu'on préparait quelque chose de plus énergique. Si la gosse voyait son père souffrir suffisamment, elle céderait. Rainbird pensait, lui, que si la gosse voyait son père branché à une gégène en train de danser la polka, les cheveux dressés sur la tête, elle retournerait calmement dans sa chambre, casserait un verre et en boufferait les morceaux. Mais ça, on ne pouvait pas leur dire. La boîte, comme le FBI ou la CIA, traînait derrière elle une longue histoire de bousillage de fric. Si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez avec l'aide étrangère, allez-y avec quelques Thompson, de la gélignite et butez le gêneur. Mettez du gaz de cyanure dans les cigares de Castro. C'était stupide, mais on ne pouvait pas le leur dire. Tout ce qu'ils voyaient, c'était le mot « résultat » en belles lettres lumineuses et scintillantes, comme un mythique jackpot à Las Vegas. Ainsi, ils bousillaient le fric, se retrouvaient avec un tas de débris verts, inutilisables, qui leur glissaient entre les doigts, et se demandaient ensuite ce qui s'était passé. Maintenant, d'autres employés commençaient à arriver, plaisantant, se donnant des bourrades, parlant de leur succès au bowling la veille au soir, parlant en femme, parlant en voiture, parlant en biture. Toujours les éternelles histoires qui se poursuivraient jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Amen. Il se tenait à l'écart de Rainbird. Il n'aimait pas l'Indien. Il ne jouait pas au bowling, ne parlait pas de sa voiture, et avait tout l'air de sortir d'un film de Frankenstein. Il les rendait nerveux. Si l'un d'entre eux avait donné une bourrade à Rainbird, celui-ci l'aurait soulevé de terre. Il sortit de sa poche un paquet de tabac Redman, du papier zigzag et se roula rapidement une cigarette. Assis, il la fuma en attendant l'heure de descendre à l'appartement de la fillette. Tout bien considéré, il se sentait mieux et plus vivant que cela ne lui était arrivé depuis des années. Il en prit conscience et en fut reconnaissant à la fillette. Elle ne saurait jamais qu'elle l'avait en quelque sorte fait revivre pour un temps. Il était redevenu un homme qui ressent les choses profondément et y aspire de toutes ses forces, un homme vivant. C'était bien que la gosse soit dure. Il finirait par l'avoir. Des casses difficiles, des casses faciles, mais pas de casses impossibles. Il la ferait danser pour eux, quel qu'en soit le résultat, et une fois la danse finie, il la tuerait, la regarderait dans les yeux, tenterait de saisir l'étincelle de compréhension, le message, tandis qu'elle passerait dans on ne sait trop quoi. Pendant ce temps, il vivrait. Il écrasa sa cigarette et se leva, prêt à se rendre à son travail. Les nuages d'orage s'amoncelaient. Vers 3 heures, le ciel, au-dessus du complexe de Longmont, était bas et noir. Le tonnerre grondait de plus en plus fort, prenant de l'assurance, persuadant les gens au-dessous que ce n'était plus un jeu. Les jardiniers abandonnèrent leurs tondeuses à gazon. On rentra les tables des patios des deux maisons, et aux écuries, 2 palefreniers tentaient de calmer les chevaux nerveux qui bronchaient d'inquiétude à chaque grondement sourd du ciel. L'orage arriva vers 3h30, avec autant de soudaineté qu'apparaît l'arme d'un pistolero, et avec la même fureur. Il commença en pluie, puis tourna rapidement à la grêle. Le vent souffla d'abord d'ouest en est, puis prit brutalement la direction opposée. Les éclairs éclatèrent en grandes zébrures blanc-bleuâtres qui laissaient dans l'air comme une légère odeur d'essence. Les vents se mirent à tourbillonner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et l'on vit au bulletin météo du soir l'image d'une petite tornade qui venait de frôler Longmont et avait arraché sur son chemin le toit d'un magasin de développement photo instantané. La boîte, dans l'ensemble, essuya parfaitement l'orage. 2 fenêtres brisées par la grêle, la clôture d'un bizarre petit belvédère tout à fait au bout de l'étang, arraché et projeté à une 60aine de mètres, mais rien de plus, à part des branches cassées et quelques massifs de fleurs saccagées, du travail en perspective pour les jardiniers. Au moment le plus intense de l'orage, les chiens de garde se mirent à courir comme des fous entre les clôtures intérieures et extérieures, mais ils se calmèrent rapidement lorsque la tempête diminua d'intensité. Les dégâts furent causés par l'orage qui suivit la grêle, la pluie et le vent. La foudre tombant sur les transformateurs de Rowentry et de Briska priva de courant jusqu'à minuit plusieurs zones de Virginie orientale. Le secteur desservi par Briska comprenait le quartier général de la boîte. Dans son bureau, Cap Hollister leva les yeux avec ennui lorsque s'éteignirent les lumières et que s'arrêta le bourdonnement du conditionneur d'air. Il se retrouva, pendant 5 secondes peut-être, plongé dans la demi-obscurité due à la panne de courant et à l'orage, assez longtemps pour qu'il ait le temps de murmurer dans sa barbe
nom de Dieu, et de se demander ce qui avait bien pu arriver au système de secours. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Les éclairs zébraient le ciel de façon presque continue. Ce soir-là, l'un des gardiens put dire à sa femme qu'il avait vu une boule de feu 2 fois grosse comme un plat de service sauter de la clôture extérieure à la clôture intérieure, celle dont le courant était le plus fort, et revenir en sens inverse. Cap tendit la main vers le téléphone pour tenter de comprendre ce qui était arrivé à l'installation électrique, et la lumière revint. Le conditionneur d'air se remit à ronronner, et au lieu de saisir le combiné, Cap prit son crayon. Puis les lumières s'éteignirent de nouveau. « Merde !» fit Cap. Il reposa violemment le crayon et décrocha le téléphone, donnant à la lumière une chance de revenir avant d'engueuler quelqu'un, mais la lumière ne revint pas. Les 2 gracieuses maisons qui se faisaient face de chaque côté des pelouses, ainsi que tout le complexe souterrain de la boîte, étaient desservis par la compagnie d'électricité de Virginie orientale, mais il existait 2 systèmes de secours actionnés par des groupes électrogènes diesel. L'un alimentait les fonctions vitales, la clôture électrique, les terminaux d'ordinateur. Une panne de courant peut coûter une somme incroyable en termes de temps d'ordinateur, et la petite infirmerie. L'autre assurait les fonctions mineures du complexe, lumière, air conditionné, ascenseur, etc. Le système secondaire était conçu pour intervenir au cas où le système primaire donnerait des signes de surcharge, mais le système primaire ne venait pas à la rescousse de son compère si celui-ci en avait besoin. Ce 19 août, les 2 systèmes furent surchargés. Le secondaire s'enclencha quand le primaire approcha du seuil critique, tout comme l'avaient prévu ceux qui avaient conçu l'installation, encore qu'ils n'eussent en fait jamais envisagé que le système primaire pût montrer le premier des signes de défaillance. En conséquence, le système primaire fonctionna 70 secondes de plus que le système secondaire, puis les groupes électrogènes des 2 systèmes éclatèrent l'un après l'autre comme des pétards, sauf que ces pétards avaient coûté 80 000 $ pièce. Plus tard, une enquête de routine devait rendre le verdict amusant et bénin de défaillance technique, bien qu'on eût pu lui coller l'étiquette plus exacte de cupidité et vénalité. Lorsqu'en 1971, on avait installé les groupes électrogènes de secours, un sénateur au courant des devis à peu près acceptables qui avait répondu à l'appel d'offres lancé pour cette petite opération, un parmi beaucoup d'autres concernant la boîte, d'un montant total de 16 millions de $, passa le tuyau à son beau-frère, ingénieur expert en installation électrique. Celui-ci en conclut qu'il pourrait parfaitement faire une offre inférieure à la plus basse en rognant des bricoles par-ci par-là. Ce n'était là qu'une faveur, dans un domaine qui vit de faveurs et de renseignements confidentiels. Elle ne fut remarquable que dans la mesure où elle constitua le premier maillon d'une chaîne qui allait conduire à la destruction finale et à l'hécatombe. Depuis son installation, on n'avait utilisé qu'épisodiquement le système de secours. Lors de son premier test important, à l'occasion de l'orage qui mit hors d'usage la sous-station de Briska, il faillit lamentablement. Entre-temps, bien entendu, l'ingénieur électricien avait fait son chemin. Il participait à la construction d'une station estivale de plusieurs millions de $ à Cocky Beach, sur l'île de Saint-Thomas. La boîte ne recouvra son courant qu'une fois réparée la sous-station de Briska, c'est-à-dire en même temps que l'ensemble de la Virginie orientale, aux environs de minuit. Dans l'intervalle, de nouveaux liens s'étaient tissés. Orage et panne eurent pour Andy et Charlie McGee des conséquences stupéfiantes, encore qu'aucun des 2 ne sût ce qui était arrivé à l'autre. Après 5 mois de point mort, les choses redémarraient. Lorsque le courant fut coupé, Andy McGee était en train de regarder le club LAS à la télé. LAS signifiait « louange au Seigneur ». Sur l'une des chaînes de la Virginie, on aurait dit que le club LAS passait constamment 24 heures sur 24. Ce n'était probablement pas le cas, mais la notion du temps chez Andy était tellement bouleversée qu'il lui était difficile de se faire une idée. Il avait pris du poids. Parfois, le plus souvent quand il était à jeun, il contemplait son visage dans la glace et pensait à Elvis Presley et à la manière dont l'homme avait paru tout gonflé sur la fin de sa vie. À d'autres moments, il pensait à ces matous qui deviennent gras et paresseux une fois coupés. Il n'était pas encore gras, mais ça venait. À Hastings Glen, il s'était pesé sur la balance de la salle de bain du motel Slumberland et avait accusé 78 kilos. En ce moment, il tournait autour de 86, les joues plus pleines, une amorce de double menton, et ce que son vieux prof de gym appelait, avec grand mépris, des nichons de bonne femme, et plus qu'un début de brioche. Pas beaucoup d'exercice, ni d'envie d'en prendre, sous l'effet de la thorazine, et la cuisine était excellente. Il ne se souciait guère de son poids quand il était défoncé, c'est-à-dire la plupart du temps. Lorsqu'ils s'apprêtaient à poursuivre leurs infructueuses expériences, ils le laissaient en manque pendant 18 heures. Un médecin venait tester ses réactions physiques. On prenait un électroencéphalogramme afin de s'assurer que ses ondes cérébrales étaient bien nettes et bien pointues, puis on l'emmenait dans une cabine de test,
une petite pièce blanche au panneau de liège. Ils avaient commencé en avril avec des cobayes humains volontaires. On lui dit quoi faire en lui précisant que s'il se livrait à des facéties, comme aveugler quelqu'un par exemple, il aurait à en subir les conséquences. Cette menace signifiait qu'il ne serait pas le seul à payer. Elle laissa froid Andy, car il ne croyait pas qu'il ferait du mal à Charlie. C'était leur meilleur élève, alors que lui n'était qu'un acteur de série B. L'homme qui s'occupait des tests était le docteur Herman Pinchot. Frisant la quarantaine, il ne présentait rien de particulier, sauf qu'il souriait trop. Parfois, tous ses sourires rendaient Andy nerveux. À l'occasion, un docteur plus âgé, appelé Hochstetter, s'en mêlait, mais la plupart du temps, c'était Pinchot. Avant de passer au premier test, Pinchot lui dit qu'on avait installé une petite table dans la pièce. Sur la table, une bouteille de jus de raisin marquée encre, un stylo sur son socle, un bloc-notes et une carafe d'eau et de verre. Il lui expliqua ensuite que le cobaye ignorerait que la bouteille contiendrait autre chose que de l'encre. Puis il déclara à Andy qu'il lui serait reconnaissant de bien vouloir pousser le cobaye humain à se servir à un verre d'eau, puis à ajouter une bonne rasade d'encre et à avaler le tout. « C'est clair, dit Andy. Lui-même n'avait pas les idées très claires. Sa thorazine lui manquait, et partant le calme qu'elle lui apportait. « Très clair, dit Pinchot, mais allez-vous le faire ?»« Et pourquoi le ferais-je » demanda Andy. « On vous donnera quelque chose en récompense, quelque chose d'agréable. »« Ah oui, soyez un bon rat et vous aurez du fromage, c'est ça, » dit Andy. Pinchot haussa les épaules et sourit. Il portait une blouse d'une propreté à faire hurler. On l'aurait dit taillée sur mesure chez Brooks Brothers. « D'accord, reprit Andy, c'est bon. Mais quelle sera ma récompense pour avoir fait boire de l'encre à ce pauvre type ?»« Eh bien, pour commencer, on vous donnera vos pilules, » dit Pinchot. Soudain, Andy eut du mal à déglutir, et il se demanda si la thorazine provoquait une accoutumance, une toxicomanie, et dans l'affirmative, si cette accoutumance était psychologique ou physiologique. « Dites-moi, Pinchot, demanda-t-il, quel effet ça fait de contraindre ainsi les gens? Ça figure dans le serment d'Hippocrate ?» Pinchot haussa les épaules et sourit. « On vous laissera également sortir un moment, dit-il. Je crois savoir que vous l'avez demandé, non ?» Effectivement, son logis était agréable, si agréable qu'on oubliait parfois qu'il n'était rien d'autre qu'une cellule capitonnée. 3 pièces avec salle de bain, télé et couleurs disposant du programme par câble, qui permettait de voir 3 films récents par semaine. L'un des trolls, peut-être Pinchot, avait dû faire observer qu'il était inutile de le maintenir sanglé et de ne lui donner que des crayolors pour écrire et des petites cuillères en plastique pour manger. S'il voulait se suicider, on ne pouvait absolument pas l'en empêcher. S'il poussait assez fort et assez longtemps, il se serait tout simplement éclaté le cerveau comme un vieux pneu. Aussi l'endroit était-il pourvu de tout le confort, jusqu'à un four à micro-ondes dans la petite cuisine. Entièrement décoré par un professionnel, avec moquette épaisse dans la salle de séjour et d'excellentes reproductions au mur. Mais quoi qu'on y fasse, une merde de chien ne sera jamais un gâteau de mariage. Ça reste une merde de chien, même avec un glaçage, et aucune des portes de ce délicieux petit appartement ne possédait de poignée intérieure. On voyait ça et là des petits judas optiques, du genre de ceux qui équipent les portes des chambres d'hôtel. Il y en avait même un dans la salle de bain, et Andy avait calculé qu'il s'était arrangé pour qu'aucun endroit de l'appartement n'échappe à leur surveillance. Probablement une télé en circuit fermé, et des détecteurs à infrarouge également, de sorte qu'on ne pouvait même pas se masturber en privé. Sans être claustrophobe, il n'aimait pas se sentir enfermé pendant de longues périodes. Cela le rendait nerveux, même avec les drogues, d'une sorte de nervosité molle qui se manifestait habituellement par de longs soupirs et des périodes d'apathie. Effectivement, il avait demandé à sortir. Il voulait revoir le soleil et l'herbe verte. « Oui, répondit-il doucement à Pinchot. J'ai exprimé le désir de sortir. » Mais il n'obtint pas satisfaction. Le cobaye, il s'appelait Dick Albright, avait paru nerveux au début, s'attendant sans doute qu'Andy lui fasse faire les pieds au mur, l'oblige à cacter comme un poulet ou quelque chose d'aussi ridicule. C'était un fanat de football, et Andy obtint de lui qu'il lui raconte la saison écoulée, comment s'étaient déroulés les éliminatoires et qui avait gagné la coupe. Albright s'enflamma. Il passa les 20 minutes qui suivirent à lui brosser un tableau de toute la saison, perdant peu à peu sa nervosité. Il en était à l'arbitrage désastreux qui avait permis aux Verts de battre les Rouges en championnat, quand Andy lui proposa « Buvez donc un verre d'eau, vous devez avoir soif. » Albright lui jeta un coup d'œil rapide. « Oui, j'ai soif, effectivement. Dites, est-ce que je parle trop? Vous pensez que ça fausse les tests ?»« Oh non, je ne crois pas, répondit Andy. Et il regarda Dick Albright se verser un verre d'eau de la carafe. Vous en voulez demanda-t-il. Non, merci, répondit Andy, qui soudain donna une forte poussée et ajouta Et si vous y mettiez de l'encre? Albright le regarda, saisit la bouteille d'encre,
la regarda, la reposa et dit « Ajoutez de l'encre? Vous êtes dingue !» Le sourire de Pinchot était le même après le test qu'avant, mais il n'était pas content du tout. Et Andy non plus. Lorsqu'il avait poussé pour influencer Albright, il n'avait pas ressenti cette sensation de glissade, ni maux de tête. Il avait concentré toute sa volonté pour persuader Albright qu'il était tout à fait naturel de mettre de l'encre dans son eau, et Albright avait répondu tout à fait naturellement qu'Andy était cinglé. Malgré toute la souffrance que celui-ci lui avait causée, il s'était senti quelque peu paniqué à l'idée que son talent pouvait l'avoir abandonné. « Pourquoi voulez-vous garder ça pour vous » demanda Pinchot. Il alluma une Chesterfield et lui dit en souriant « Je ne vous comprends pas, Andy. À quoi cela vous sert-il » Pour la 10e fois, avait répondu Andy, je ne me retenais pas, je ne jouais pas la comédie. J'ai poussé aussi fort que j'ai pu, et il ne s'est rien passé, c'est tout. Il voulait sa pilule, il se sentait déprimé et nerveux. Toutes les couleurs paraissaient trop brillantes, les lumières trop vives, les voix trop fortes. Ça allait mieux avec les pilules. Avec les pilules, ces inutiles protestations de bonne foi, le fait qu'il s'ennuyait de Charlie et le souci qu'il se faisait pour elle, tout cela s'estompait et devenait supportable. « Je crains de ne pas pouvoir vous croire, répliqua Pinchot en souriant. Réfléchissez-y, Andy. On ne vous demande pas de faire sauter quelqu'un du haut d'une falaise, ni de l'obliger à se tirer une balle dans la tête. Je crois que vous n'avez pas manifesté une volonté aussi forte que vous le prétendez. » Il se leva comme pour prendre congé. « Écoutez, dit Andy, sans parvenir totalement à dissimuler le désespoir dans sa voix. Il me faudrait une de ces pilules. »« Vraiment » fit Pinchot. « Eh bien, vous serez peut-être content d'apprendre que je réduis les doses, simplement pour le cas où la thorazine aurait un effet nocif sur votre talent. » Il grimaça un nouveau sourire et ajouta « Bien sûr, si votre talent revenait subitement. »« Il y a une ou deux choses qu'il faut que vous sachiez, » répondit Andy. « D'abord, le type était nerveux, il s'attendait à quelque chose. Ensuite, il n'était pas très futé. C'est beaucoup plus difficile de pousser des personnes âgées ou des personnes avec un QI inférieur à la normale. Ça marche mieux avec les gens intelligents. »« Vraiment » dit Pinchot. « Exactement, » répondit Andy. « Eh bien, pourquoi ne me poussez-vous pas à vous donner une pilule tout de suite ? Mon QI se situe à 155. » Andy avait essayé, mais sans succès. En fin de compte, il avait obtenu sa promenade à l'extérieur, et ils avaient aussi augmenté sa dose de médicaments. Une fois convaincu qu'il ne faisait pas semblant, qu'il essayait effectivement et désespérément de se servir de la poussée, sans aucun succès. Tout à fait indépendamment l'un de l'autre, Andy et le docteur Pinchot commencèrent à se demander s'ils ne s'étaient pas vidés définitivement au cours de la fuite qui les avait conduits, Charlie et lui, de New York à l'aéroport du comté d'Albany et à Hastings Glen. S'il n'avait pas épuisé son talent, tout simplement. Et l'un et l'autre se demandaient aussi s'il ne s'agissait pas d'une sorte de blocage psychologique. Andy lui-même en arriva à croire que soit son talent avait vraiment disparu, soit il s'agissait simplement d'un mécanisme de défense, son esprit refusant de faire usage de son talent parce qu'il savait que cela pourrait le tuer. Il n'avait pas oublié ses zones insensibles sur ses joues et son cou, ni ses yeux injectés de sang. De toute façon, cela revenait au même, un fiasco total. Pinchot, ses rêves de gloire évanouis, être le premier homme à pouvoir fournir des données véritables, expérimentales de domination psychique, se montrait de moins en moins souvent. On avait poursuivi les tests pendant tout le mois de mai et le mois de juin. D'abord, surtout avec des volontaires, puis avec des sujets qui ne se doutaient de rien. Le fait d'utiliser ces derniers n'était pas précisément moral, comme Pinchot l'admit immédiatement, mais les premiers tests avec le LSD ne l'avaient pas été non plus. Andy s'étonna qu'en mettant en équation ces deux erreurs, Pinchot sembla en sortir une vérité, à savoir que tout était pour le mieux. Mais cela n'avait aucune importance, car il ne réussit ni avec les uns ni avec les autres. Un mois plus tôt, juste avant la fête nationale, ils avaient commencé des tests sur des animaux. Andy protesta, faisant observer que pousser un animal était encore plus impossible que de pousser un humain stupide, mais ces protestations demeurèrent sans effet sur Pinchot et sur son équipe, qui n'était motivée à cet égard que par des recherches scientifiques. C'est ainsi qu'une fois par semaine, Andy se retrouva assis dans une pièce avec un chien, un chat ou un singe, se faisant l'effet d'un personnage de roman absurde. Il se souvint du chauffeur de taxi qui avait regardé le billet d'$1 et l'avait pris pour un billet de 500. Il se souvint des cadres timides qui l'avaient poussé gentiment à plus de confiance en eux et à davantage d'assurance. Avant cela, à Port City, en Pennsylvanie, il y avait eu le régime miracle, les séances auxquelles assistaient principalement des femmes au foyer ayant un penchant pour les gâteaux, le Pepsi-Cola et n'importe quoi entre deux tranches de pain. Des choses qui comblaient partiellement le vide de leur vie. Il avait suffi de pousser un peu, car la plupart désiraient sincèrement perdre du poids. Il les avait aidés,
Et il pensa aussi à ce qui était arrivé aux 2 gros bras de la boîte qui avaient enlevé Charlie. Il avait pu le faire, mais c'était fini. Il était même difficile de se souvenir de ce qu'il ressentait. Aussi se retrouva-t-il assis dans la pièce avec des chiens qui lui léchaient les mains, des chats qui ronronnaient et des singes qui se grattaient le cul d'un air maussade et montraient parfois leurs dents dans des sourires d'apocalypse qui ressemblaient d'une manière obscène aux sourires de Pinchot. Et bien entendu, aucun des animaux ne fit quoi que ce soit d'insolite. Ensuite, on le ramenait dans son appartement, sans poignée de porte, et il trouvait une pilule bleue dans une soucoupe blanche posée sur le comptoir de la cuisine, et quelque temps après, il cessait de se sentir nerveux et déprimé. Il recommençait à se sentir plutôt bien, et il regardait l'un des films de la télévision par câble, un truc avec Clint Eastwood de préférence, ou peut-être le club LAS. Peu lui importait d'avoir perdu son talent et d'être devenu un inutile. L'après-midi du gros orage, il était assis à regarder le club LAS. Une femme au chignon haut, comme une ruche, expliquait au présentateur comment la puissance divine l'avait sauvé de la maladie de Bright. Andy en fut fasciné. Ses cheveux brillaient sous les feux du studio, comme un pied de table verni. Elle débarquait des années 1963. C'était pour lui l'un des attraits irrésistibles du club LAS, tout comme les appels éhontés à verser de l'argent au nom de Dieu. Andy écoutait ces appels lancés par de jeunes hommes au visage dur, aux costumes coûteux, et il songeait, stupéfié, à la façon dont le Christ avait chassé les marchands du temple. Et tous les gens du LAS semblaient débarquer des années 1963. La femme termina son histoire sur la manière dont Dieu l'avait sauvée de ces tremblements qui allaient la mettre en pièces. Un peu plus tôt, au cours du programme, un acteur qui avait eu son heure de gloire au début des années 50 avait raconté comment Dieu l'avait sauvé de la bouteille. Maintenant, la femme à la coiffure en ruche d'abeille se mettait à pleurer et le célèbre acteur de jadis la prenait dans ses bras. La caméra avança pour un gros plan. À l'arrière-plan, les chœurs du LAS se mirent à fredonner. Andy s'agita un peu sur son siège. C'était presque l'heure de sa pilule. Il remarqua vaguement que la médication n'était que partiellement responsable des curieux changements qu'il avait subis au cours des 5 mois écoulés. Changements dont son léger gain de poids n'était qu'un signe extérieur. Lorsque la boîte lui avait enlevé Charlie, ils avaient ôté à sa vie le seul support solide qui lui restait. Charlie partit, elle se trouvait probablement quelque part dans les environs, mais elle aurait aussi bien pu être sur la Lune. Il semblait qu'il n'eût plus aucune raison de ne pas se laisser aller. Pour couronner le tout, cette fuite incessante avait provoqué une sorte de commotion nerveuse. Il avait dansé sur la corde si longtemps que lorsqu'il était finalement tombé, cela s'était traduit par une léthargie complète. En fait, il pensait avoir fait une très discrète dépression nerveuse. Si jamais il voyait Charlie, il n'était même pas sûr qu'elle le retrouve tel qu'elle l'avait connu, et cela l'attristait. Il n'avait jamais fait le moindre effort pour décevoir Pinchot ou tricher avec les tests. Non qu'il pensât vraiment que cela se répercuterait sur Charlie, mais il ne voulait pas prendre le moindre risque à cet égard. Et il était plus facile de faire ce qu'il voulait. Il était devenu passif. Son ultime fureur, il l'avait hurlé sur le seuil de chez grand-père tandis qu'il berçait sa fille, la fléchette plantée dans son cou. Plus aucune fureur en lui, il avait craché son venin. Tel était l'état psychique d'Andy McGee, tandis qu'il regardait à la télé en ce 19 août, alors que l'orage dehors passait les collines. Le présentateur de LAS lança un appel à la générosité des téléspectateurs, puis présenta un trio de gospel. Le trio se mit à chanter et, soudain, les lumières s'éteignirent. La télé s'éteignit également, l'image se réduisant à un point lumineux. Andy, assis dans son fauteuil immobile, ne savait pas exactement ce qui s'était passé. À peine son esprit eut-il le temps de remarquer combien l'obscurité était totale, effrayante, que la lumière revint. Le trio reparut, chantant « J'ai eu le paradis au téléphone et Jésus était en ligne ». Andy fit entendre un soupir de soulagement et de nouveau les lumières s'éteignirent. Il demeura assis, là, les mains serrées sur le fauteuil, et il aurait craqué s'il ne s'était ressaisi. Désespérément, il continuait à fixer le point lumineux de la télé, même après qu'il se fût rendu compte que l'image avait disparu et qu'il ne contemplait qu'un phénomène de persistance rétinienne ou un espoir. « Cela va revenir dans une seconde ou deux, se dit-il. Forcément, un groupe électrogène quelque part. Un coin comme celui-ci ne peut pas compter sur le courant domestique. » Mais malgré tout, il avait peur. Soudain lui revinrent en mémoire les histoires d'aventure de son enfance. Dans nombre de récits, on trouvait un accident dans une grotte, sans lampe ni bougie, et il semblait que l'auteur s'étendit toujours sur la description de l'obscurité, qualifiée de palpable, absolue ou totale. On retrouvait même ce vieux cliché d'obscurité vivante, par exemple. L'obscurité vivante engloutit Tom et ses amis.
Si l'on voulait impressionner ainsi le jeune Andy McGee, alors âgé de 9 ans, ce fut un échec. En ce qui le concernait, s'il avait envie de se trouver englouti par l'obscurité vivante, il lui suffisait de s'enfermer dans son placard et de placer une couverture au bas de la porte. L'obscurité, après tout, ce n'était que l'obscurité. Il comprenait maintenant qu'il s'était trompé. Ce n'était pas là la seule erreur du temps de son enfance, mais peut-être la plus récemment découverte. En fait, l'obscurité n'était pas obscure. Jamais il ne s'était trouvé dans une telle obscurité de toute sa vie. N'était la sensation du fauteuil sous ses fesses et sous ses mains. Il aurait tout aussi bien pu flotter en quelque golfe Lovecraftien des ténèbres interstellaires. Il leva une main et l'agita devant ses yeux, et bien qu'il pût sentir la paume effleurer son nez, il ne la voyait pas. Il retira la main de son visage et agrippa de nouveau la coudoir du fauteuil. Dans sa poitrine, son cœur battait la chamade. Dehors, quelqu'un cria d'une voix rauque « Où que tu es, Richie, putain !» Et Andy se blottit craintivement dans son fauteuil, comme si on l'avait menacé. Il se passa la langue sur les lèvres. « Ça va revenir dans 1 ou 2 secondes maintenant, pensa-t-il. Mais une partie terrorisée de son esprit, qui refusait d'être rassurée par de simples rationalités, demanda « Ça fait combien 1 seconde ou 2, ou 1 minute ou 2 dans l'obscurité totale? Comment évalue-t-on le temps dans l'obscurité absolue ?» Dehors, au-delà de son appartement, quelque chose s'écroula et quelqu'un poussa un cri de douleur et de surprise. De nouveau, Andy eut un mouvement de recul et émit un gémissement tremblant. Il n'aimait pas cela, ce n'était pas bon. Bon, s'il leur faut plus que quelques minutes pour réparer, remettre en place les disjoncteurs ou Dieu sait quoi, ils vont venir me faire sortir, il le faut. Mais la partie terrorisée de son esprit, la partie qui se trouvait à 2 doigts de bégayer de peur, reconnut la logique du raisonnement et il se détendit un peu. Après tout, ça n'était jamais que l'obscurité, un point c'est tout, l'absence de lumière simplement. Ce n'était pas comme s'il y avait des monstres dans le noir ou quelque chose comme ça. Il avait très soif. Il se demanda s'il oserait se lever et aller prendre une boîte de limonade dans le réfrigérateur. Il en conclut qu'il y parviendrait en faisant attention. Il se leva, avança de 2 pas sans décoller les pieds du sol, et s'écorcha aussitôt le tibia sur un coin de la table basse. Il se baissa et se frotta, les yeux embués par la douleur. Là encore, il se retrouvait dans son enfance. Il avait joué à l'aveugle, comme tous les gosses, pensait-il. Il fallait essayer d'aller d'un bout à l'autre de la maison, un bandeau de fortune sur les yeux. Et tout le monde trouvait cela follement drôle quand on tombait sur un coussin ou qu'on trébuchait sur la contre-marche séparant la cuisine de la salle à manger. Le jeu vous donnait une douloureuse leçon et vous faisait comprendre combien vous vous souveniez mal de la disposition censément familière de votre propre maison, et combien on compte davantage sur ses yeux que sur sa mémoire. Avec ce jeu, on se demandait comment on pouvait vivre si l'on était aveugle. Mais je vais m'en tirer, pensa Andy. Je vais parfaitement m'en tirer en allant doucement et en faisant attention. Il contourna la table basse et commença à se frayer un chemin à pas glissants dans le vide de la salle de séjour, les mains tendues devant lui. Curieux comme le vide pouvait paraître menaçant dans le noir. La lumière va probablement revenir maintenant, et je vais bien rigoler de moi. Et je vais bien rire. Aïe! Les doigts tendus heurtèrent le mur et battirent douloureusement en retraite. Quelque chose tomba. La gravure, représentant la grange et les foins dans le style de Waif, suspendue près de la porte de la cuisine, pensa-t-il. Ça passa en sifflant tout près de lui, menaçant comme la lame d'un glaive, et tomba avec fracas sur le sol. Un bruit terriblement sourd. Il demeura immobile, tenant ses doigts douloureux, ressentant les lancements de son tibia écorché. La peur lui desséchait la bouche. « Hé !» hurla-t-il. « Hé, ne m'oubliez pas, vous autres !» Il attendit, l'oreille tendue, pas de réponse. Toujours des bruits et des voix, mais plus lointains maintenant. S'ils s'éloignaient encore, ce serait le silence total. Ils m'ont complètement oublié, pensa-t-il, et sa crainte augmenta. Son cœur battait à toute allure. Il sentait une sueur froide sur ses bras et sur son front, et il se souvint du jour à Teichmer Pond où il s'était trop éloigné, perdant pied, s'était fatigué et avait commencé à se débattre et à hurler, certain qu'il allait mourir. Mais en baissant les pieds, il avait touché le fond. L'eau ne lui arrivait qu'à la poitrine. Mais où était le fond maintenant? Il passa la langue sur ses lèvres sèches, une langue sèche elle aussi. « Hé !» hurla-t-il de toutes ses forces, et la peur qui marquait sa voix le terrorisa davantage encore. Il fallait qu'il se reprenne. Maintenant, il se trouvait à 2 doigts de la panique complète, tournant en rond comme un imbécile, hurlant de toutes ses forces. Tout cela parce que quelqu'un avait fait sauter un fusible. Mais mon Dieu, pourquoi a-t-il fallu que ça arrive juste au moment de ma pilule? Si j'avais ma pilule, je me sentirais bien maintenant. Jésus, on dirait que j'ai la tête pleine de vers pilés. Il demeurait là, respirant lourdement.
Il avait tenté d'atteindre la porte de la cuisine, s'était égaré et avait heurté le mur. Complètement perdu, à présent, il ne se souvenait même plus si cette stupide gravure se trouvait à droite ou à gauche de la porte. Il souhaita misérablement ne pas avoir quitté son fauteuil. « Reprends-toi » marmonna-t-il à haute voix. « Reprends-toi » Il admit que ce n'était pas simplement la panique. C'était la pilule, en retard maintenant. La pilule dont il en était arrivé à dépendre. Ce n'était pas juste que cela se produise à l'heure de sa pilule. « Reprends-toi » marmonna-t-il de nouveau. La limonade. Il s'était levé pour aller chercher de la limonade, et, mon Dieu, il allait la trouver. Il lui fallait se concentrer sur quelque chose, c'est tout, et la limonade ferait aussi bien l'affaire que le reste. Andy reprit sa progression, vers la gauche, et buta dans la gravure décrochée du mur. Il se mit à crier, tomba, agitant frénétiquement et inutilement les bras à la recherche de son équilibre. Il se cogna à la tête très fort et se remit à hurler. Maintenant, il avait extrêmement peur. « Aidez-moi, pensa-t-il. Au secours, quelqu'un, apportez-moi une bougie, pour l'amour de Dieu, quelque chose, j'ai peur. » Il se mit à pleurer. De ses doigts maladroits, il tâta le côté de sa tête, humide, du sang. Il se demanda, engourdi par la peur, si c'était grave. « Où êtes-vous » hurla-t-il. Pas de réponse. Il entendit, ou crut entendre, un seul cri au loin, puis le silence. Ses doigts rencontrèrent la gravure sur laquelle il avait trébuché, et il la balança à travers la pièce, furieux qu'elle l'ait blessé. Elle heurta la table, de l'autre côté du divan, et la lampe, maintenant inutile qui se trouvait là, se renversa. L'ampoule éclata avec un bruit mat, et Andy cria de nouveau. Il porta la main à sa tête. Encore plus de sang, qui dégoulinait en ruisselait sur sa joue. Haletant, il se mit à ramper, tâtant le mur des doigts. Lorsqu'il rencontra le vide, il retira sa main et retint sa respiration, comme s'il s'attendait que quelque chose de mauvais surgisse de l'obscurité et le saisisse. Ses lèvres émirent un petit sifflement d'aspiration. Pendant une seconde à peine, toute son enfance reflua, et il entendit le murmure des trolls s'avançant avidement sur lui. « La porte de la cuisine, bordel, c'est tout » marmonna-t-il. Il la franchit en rampant. Le frigo se trouvait à droite, et il se dirigea vers lui, rampant lentement et respirant fort, ses mains froides sur le carrelage. Au-dessus de lui, à l'étage supérieur, quelque chose s'écroula avec un grand bruit. Andy bondit sur ses genoux, ses nerfs lâchèrent et il se sentit perdu. Il se mit à crier « Au secours ! Au secours !» sans arrêt jusqu'à l'enrouement. Il ne savait pas combien de temps il aurait pu rester là, à hurler, sur les mains et les genoux, dans l'obscurité de la cuisine. Il finit par s'arrêter et essaya de se reprendre. Ses mains et ses bras tremblaient de façon irrépressible. Sa tête lui faisait mal là où il s'était cogné, mais le sang semblait ne plus couler. Voilà qui était quelque peu rassurant. Il avait la gorge brûlante, irrité par ses cris, et cela le fit de nouveau songer à la limonade. Il se remit à ramper et trouva le réfrigérateur sans autre dommage. Il l'ouvrit, s'attendant bêtement à voir s'allumer la petite lampe intérieure, avec sa lueur opalescente, familière, et se mit à farfouiller dans le noir et le froid jusqu'à ce qu'il découvre une boîte surmontée d'un anneau d'ouverture. Andy ferma la porte du réfrigérateur et s'y appuya. Il ouvrit la boîte et siffla la moitié de la limonade d'un seul coup. Sa gorge lui en fut reconnaissante. Puis une pensée lui vint à l'esprit et sa gorge se gela. « Il y a le feu, lui dit son esprit, faussement calme. C'est pour cela que personne ne vient te sortir de là. Il l'évacue. Maintenant, on peut se passer de toi ?» Cette pensée l'entraîna au-delà de la panique, à la limite de la terreur claustrophobe. Il se recula simplement contre le réfrigérateur, une grimace découvrant ses dents, les jambes sans force. Un instant, il crut même sentir la fumée, et il lui sembla que la chaleur arrivait sur lui. La boîte de soda lui glissa des doigts, et son contenu se répandit sur le sol, mouillant son pantalon. Andy s'assit dans cette humidité, gémissant.